ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Effectivement, on va vivre un bon moment de nostalgie ensemble, mais dans un petit moment, bonjour. Chers amis téléspectateurs, et très heureuse de vous retrouver comme à chaque fois en ce jeudi 3 décembre, correspondant à la journée internationale des personnes à mobilité réduite et d'handicap. Eh bien, il sera question aujourd'hui de parler du droit de l'handicapé en Algérie et bien sûr de la Covid-19. On parlera aussi on va dire, d'un nouveau projet établi par l'Université des sciences et technologies Mohamed Boudiaf. Alors, il s'agit de l'inclusion des étudiants en situation de handicap. On parlera aussi, alors, il y aura des invités, il y aura des artistes plasticiens, on aura des athlètes aussi. Mais avant tout cela, eh bien, on commence avec Flashback, une très belle chanson de la troupe Roumeri. بسم الله وبالله افرح لك يا رسول الله
J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette belle chanson tirée du terroir. Eh bien, je rappelle aussi aux téléspectateurs que l'émission Bonjour d'Algérie est sponsorisée par Coral Peinture. Donc, et là, on va parler du droit de l'handicapé et des personnes à mobilité réduite en Algérie. Eh bien, nous avons avec nous Maître Sabar Djamila. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est bien de vous retrouver après quand même une longue absence. Tout à fait. Je suis très contente de vous retrouver, de trouver toute l'équipe de Canal Algérie et surtout de trouver nos chers téléspectateurs. Oui, très bien. Alors, qu'a prévu le législateur algérien en matière de droit des personnes à mobilité réduite? Donc, quand on parle de personnes à spécificité, c'est-à-dire aux besoins spécifiques, donc en général, le terme employé, c'est handicapé. Donc, la loi algérienne, elle est claire. Donc, c'est la loi 0209 de 2002, suivie par plusieurs décrets exécutifs, donc qui ont pu, ce genre de décrets qui permettent à l'application de cette loi et de désigner certaines modalités aussi. Donc, mais avant de commencer, je tiens c'est-à-dire à donner une petite définition de ce que c'est un handicap ou personne. Allez-y, oui. Voilà. Donc, une personne aux besoins, c'est-à-dire handicapée, c'est une personne qui a une déficience, qu'elle soit moteur, physique, ou mentale, psychique. Oui. Donc, et cette personne, c'est-à-dire pour qu'elle soit déclarée handicapée, doit avoir d'abord passé par une commission médicale, donc au niveau de chaque wilaya. Oui. Cette commission a un barème. Donc, on va parler, après je reviendrai sur ce barème qui est ancien, qui a été remplacé. Alors, il faut parler aussi que l'handicapé, ce n'est pas uniquement l'handicapé moteur. Ah, non. Très bien. Il y a des handicapés, ce qu'on appelle mentaux et psychiques. Et même dernièrement, la loi a permis, à travers, dont je vais parler plus tard, le barème, le nouveau guide barème, il a permis de dévoiler certaines maladies mentales qui étaient invisibles. Ah, d'accord. Ah oui, et donc et la personne souffrait et ne pouvait pas, c'est-à-dire faire valoir ses droits et demander une carte d'handicapé et de bénéficier des aides sociaux aussi. Donc, par exemple, ce qu'on appelle handicap invisible, comme l'épilepsie. Eh oui. Voilà. Ah, c'est un handicap, l'épilepsie, c'est pas une maladie? Non, c'est devenu un handicap parce que la personne, des fois, elle a plusieurs crises par jour. Elle peut ni travailler, ni conduire, ni. Donc, les personnes souffrant d'épilepsie, ils peuvent bénéficier de la carte d'handicapé. Tout à fait. Très bien. Voilà. Donc, on parlait de la loi 0209 de 2002. Oui. Donc, la personne, d'abord, après avoir défini ce que c'est un handicapé, a droit, d'abord, elle doit établir une carte d'handicapé Oui. pour faire valoir ses droits. C'est-à-dire pour bénéficier des avantages sociaux et tout ça. Donc, elle est obligée de déposer un dossier d'abord au niveau d'un bureau d'aide sociale au niveau de la PC de chaque wilaya. D'accord. Ensuite, ce dossier, avec tout un dossier complet, fiche familiale. Donc, ce dossier, il est transmis à une commission médicale composée de médecins. Oui. De la direction de la santé, de la DAS et tout, donc pour évaluer cet handicap. Donc, parce que l'handicap, c'est par pourcentage, hein, parce qu'il y a les handicapés 100%, et il y a les handicapés moins de 100%. Donc, les avantages des deux catégories diffèrent. Ah, d'accord, ce ne sont pas les mêmes, avantages. Non. Alors, les handicapés à 100%, ils ont des avantages, c'est-à-dire plein droit. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, dernièrement, l'allocation d'aide sociale, elle était de 15 000 dinars, elle est montée à 10 000 dinars, même pour les enfants. Hein. Elle a été exécutée? Normalement, oui. Donc, c'était le 1er octobre 2019. Ah, voilà. très bien. Donc, par exemple, pour la gratuité des transports, voilà, aussi pour la gratuité et pour les logements, il y a pas mal d'avantages sociaux. Alors, pour la deuxième catégorie, les handicapés à moins de 100%, c'est-à-dire ils ont des avantages, mais pas comme la première catégorie. Donc, ils ont aussi... donc, est-ce que l'État a fait aussi, ce que je tiens à le dire, c'est-à-dire ils ont octroyé plutôt des subventions à tous les employeurs pour pouvoir augmenter l'offre d'emploi pour les personnes handicapées. Voilà, pour les recruter. Et donc, ils ont des subventions pour aménager les bureaux, leurs sociétés, leurs directions. Très bien. Oui. Très bien. Alors, et les lois, donc les lois, il y a cette loi avec les décrets exécutifs. Oui. Et je tenais à parler surtout du barème, du guide barème unique
Voilà, Voilà. parce qu'il est très important. Oui. C'est-à-dire, à un certain moment, il y avait pas mal d'handicapés qui étaient lésés dans leurs droits. Pourquoi? Parce que ce barème guide unique, c'est-à-dire d'évaluation de l'handicap. D'accord. Donc, pourquoi il est important? Il a été réévalué et étudié par une équipe de médecins experts de l'Institut national de la santé publique. Oui. Voilà. Donc, avant, l'handicap était évalué selon la nomenclature des accidents de travail, Ah, d'accord. qui n'avait rien à voir avec les maladies des handicapés et tout ça, surtout. Alors, par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas d'handicap, on va dire. Oui. Donc, ils font des accidents de voiture et hop, ils se retrouvent cloués dans une chaise ou alors avec des maladies vraiment qui sont considérées comme handicapantes. Ah oui, oui. Est-ce que ces personnes-là, elles font partie de la catégorie des handicapés? Une fois que l'équipe médicale déclare son handicap et le taux de son handicap, Oui. automatiquement, elle est considérée comme une Ils personne. peuvent bénéficier Tout de la à carte. fait, tout à fait. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui deviennent hémiplégiques, il y a des personnes. Exactement. Voilà, donc, alors, ce barème guide d'évaluation du taux de l'handicap, il est important. Maintenant, on ne fait plus partie, on ne se réfère plus donc à la nomenclature avec laquelle il avait comme base pour travailler, pour évaluer cet handicap, des accidents de voiture. Donc c'est une loi qui est ancienne de plus de 50 ans. Elle Voilà. n'a pas été modifiée, non? Non, non, mais maintenant, actuellement, oui, avec ce nouveau guide. Très bien. Voilà. Alors, et quel est le constat, justement, concernant l'application de ces droits? Bon, l'application, pour être franche, des fois l'application, elle n'est pas tout à fait À 100%. à 100%, c'est ça. Parce que moi, ce que je tiens... Mais moi, je pense avec la Géril Jedida, ça va. Oui. Non, maintenant, ce qui est bien, parce qu'il y a des équipes, il y a l'administration locale qui commence à bouger, Oui. donc chapeautée par l'administration centrale. Exactement. Donc, il y a beaucoup, l'Algérien commence à connaître ses droits. Effectivement. Donc, commence à écrire, à contacter les administrations centrales et tout. Moi, les handicapés qui souffraient le plus, c'est les handicapés qui habitaient les communes isolées. Eh oui. Ah oui, isolés. Donc, ils souffraient énormément. Et ça reste à faire. Hein. Normalement, le droit doit évoluer avec le temps, la science et tout. Donc, c'est des gens qui étaient... Surtout, moi, ce qui me touche, surtout, c'est les gens qui ont des handicaps... je parle des handicapés mentaux. Ah oui. Ah là. Ils sont pris en charge, d'ailleurs. Oui, ils sont pris, mais dans les communes isolées, pratiquement, Pratiquement c'est des parents analphabètes, ils ne savent pas comment gérer leurs droits. Donc le dossier pour déposer ce dossier, pour qu'on leur délivre la carte d'handicapé, c'est le parcours du combattant. Donc il faut aller à la PC, ensuite à la DAS, ensuite l'emmener pour remplir il y a un questionnaire médical à remplir. C'est normalement pourquoi maintenant avec l'internet, pourquoi on ne fait pas ça sur l'internet, les gens remplissent. Justement, ils voilà, pour qu'ils puissent ne Voilà, pas... Parce tout est que pour c'est se des déplacer. handicapés, donc ils ne peuvent pas sortir. Voilà. Des fois, ils ne peuvent pas marcher non plus. Voilà. Même les Donc, ils représentants. sont très loin de la ville, on va dire. Il y a des gens, concernée. voilà, avec un handicap mental, on ne peut pas le transporter comme ça, on peut pas. C'est très. Alors, donc, il y a la loi aussi en matière de statut personnel pour les personnes handicapées qui doit évoluer Oui. et qui est injuste envers ces personnes. Par exemple, la femme handicapée, quand elle divorce, elle a la même pension et les mêmes dédommagements que la femme normale, non handicapée. Alors que la femme handicapée, elle a plus besoin d'une aide, de moyens financiers et aide extérieure D'une aide aussi. financière, Et aussi la femme qui a des enfants handicapés, quand elle divorce, en matière de statut personnel, elle a les mêmes, c'est-à-dire la pension alimentaire, elle est égale aux enfants normaux. Alors, Et dans la loi, est-ce qu'elle est égale ou alors elle est... égale, c'est ça qui doit changer. Alors que les enfants handicapés nécessitent beaucoup de moyens financiers. Déjà, il y a des enfants qui nécessitent des couches, des fois il y a des enfants qui ont des maladies, nécessitent une alimentation précise, il y a des enfants, il y a les trisomiques, 21, les autistes, les déplacements. Eh bien, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Merci Maître Saber Djamila. On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi prochain, Inch'Allah, avec un autre sujet. Inch'Allah. Eh bien, une virée vers Jtebo, le secteur sanitaire de Jtebo. Eh bien, c'est Salim Skandar qui s'est intéressé à ce secteur sanitaire qui prend en charge les malades atteints de Covid-19. Et on se retrouve juste après.
Des hôpitaux qui ne cessent d'accueillir de nouveaux cas confirmés atteints de la Covid-19. Depuis quelques semaines à Oran, au centre hospitalier à la cité Nejma, plusieurs cas sont enregistrés, dont certains sont en état très grave. On est là depuis plusieurs mois déjà à faire face, on essaie de faire face à la pandémie qui touche aussi le pays. Donc ce qu'on doit constater aujourd'hui, c'est que malgré l'augmentation des moyens humains et matériaux alloués à la prise en charge de la situation, la prise en charge des patients Covid, des indications d'hospitalisation, on doit constater qu'avec cette nouvelle vague, le nombre important, conséquent des malades qui ont besoin de soins quotidiennement, la situation commence à devenir vraiment délicate. On est les médecins تاع شطيبو بدينا depuis juin هنايا باه نستكلفوا بالمرضى تاع كوفيد وشفنا باللي في الموجه الاولى كانت شويه خفيفه وهذا ما ادى الى الناس ولات تستهزا وشفنا باللي نساو شو ياخذوا الاجراءات تاع التباعد الاجتماعي واللي ما داوش كاع لي جاست بارير وهذا ادى الى ظهور الموجه الثانيه اللي كانت قويه وكان فيها بزاف لي كومبليكاسيون وين ما لي كاع تاع لي ريانيماسيون تعمروا وين ما نقصونا لي بوتاي دوكسيجين نقصنا الاكسجين صبنا صعوبات كبيره وكان كاين بزاف لي ديسي. رانا يعني فيه نواجهوا هذه الجائحه، رانا صافي عام صايعين ما قديناش، ماذا بينا تقعدوا في دياركم، ماذا بينا يعني كاع الا خرجتوا دوا معاكم سوليسيون هيدرو الكوليك، ديروا لي بافيت، حموا رواحكم وحموا دياركم، عندكم والديكم خاصكم تخافوا عليهم. حنايا ماذا بي رانا هنا، on est présent sur le terrain depuis des mois où on va rien lâcher. بصح ماذا بينا on protège la protection تاع الشعب هي قبل ما نوصلوا نداوه الوقايه خير. صحة أفضل فورسيمون. سما أنا الميساج اللي بغيت نوصله للمواطنين سي هاد لا بيريود هادي حزوا رواحكم يفو لافوي الدعوة ما راهيش تعجب سي با المومون باش واحد يستهزا ويحسب بلي ما كان والو. كاين مرضى وكاين ضغط وكاين مجهودات صح بصح مالغري اون بو با tout le temps 100% du temps نواجهوا كل شيء. En attendant la disponibilité prochaine d'un vaccin qui mettrait fin à la propagation de la pandémie, un comportement conscient et un respect des gestes barrières reste le moyen le plus sûr pour mettre fin à ce virus mortel. Respecter les gestes barrières, eh bien, on pourrait éventuellement mettre fin à ce virus mortel, comme a dit notre journaliste Selim Skandar. Merci pour ce reportage, en fait. Alors, docteur Boukhari Youssef, chef de service de prévention de la DSP, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Je vous remercie. Bonjour, madame, et bonjour à tous nos téléspectateurs de Canal Algérie. Merci d'avoir invité le service de prévention donc, pour vous donner un petit peu de... c'est toujours un plaisir d'ailleurs. On s'adresse, on va dire, à la bonne personne en fait, parce que vous avez les statistiques, vous avez tout en fait. Ouais. Alors, notre pays a renforcé justement ses restrictions lors de cette deuxième vague, si on peut parler de deuxième vague. Oui, notre pays, surtout le ministère de la Santé, a développé une stratégie pour un petit peu réduire le nombre et la prise en charge de la Covid-19. Concernant la wilaya d'Oran, on a tracé 3 plans. Donc, plan A, B et C. Heureusement pour nous, nous sommes dans le plan A. On n'a pas passé au plan B. Pour le plan A, donc, nous avons jusqu'à aujourd'hui 820 lits d'hospitalisation au niveau des 5 hôpitaux de la wilaya d'Oran. Nous avons 62 lits de réanimation et nous avons 120 lits de prise en charge des personnes qui nécessitent de l'oxygène à fort débit. Mais est-ce que ce sont on va dire, les 820 lits, 62 lits, etc. Est-ce que ça suffit de couvrir le vrai chiffre, quoi, c'est-à-dire les personnes atteintes de Covid-19? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, oui.
on peut satisfaire, parce que le taux de remplissage, plutôt le taux d'occupation de ces lits, donc on sommes à 40, parfois les jours à 60%, maximum à 65%, donc jusqu'à aujourd'hui. Pour le plan A, donc Wilaya d'Oran, heureusement pour nous, pour la Wilaya d'Oran, nous avions 5 établissements neufs, donc 5 établissements de santé, éparpillés au niveau de la Wilaya d'Oran, l'Est, l'Ouest et le centre de la Wilaya d'Oran. On a, avec la collaboration avec l'EHU, donc l'hôpital Nejma, il est sous la tutelle, donc il est de 240 lits qui prend en charge 240 personnes sans la crèche de l'EHU. Nous avons un autre hôpital qui est prêt jusqu'à maintenant, donc on n'a pas encore réutilisé, c'est l'hôpital des Grands Brûlés. Ah d'accord. Donc de 120 lits. C'est où les Grands Brûlés? Juste à côté de l'EHU. Ah d'accord. Donc en face de l'hôpital de la police. Ah d'accord. Donc, et nous avons aussi un autre hôpital qui est toujours prêt à Gdil, 240 lits, donc il va prendre en charge tous c'est-à-dire les résidents de la wilaya, de l'ouest de la wilaya de la wilaya d'Oran. Donc il sera chapeauté par l'hôpital Naqash Mohamed Srer. Donc pour les Grands Brûlés, sera chapeauté par CHU. Donc en cas où, c'est-à-dire on aura une autre flambée plus importante que celle-ci. Donc pour le plan B. Dans le cas où, on ne sait jamais. Donc pour le plan C, nous avons encore 2 autres établissements qui sont prêts. Donc nous avons l'hôpital de Tlilet, donc de 240 lits, et nous avons aussi l'hôpital d'El Karma qui est de 60 lits, donc qui peut prendre en charge la totalité de la wilaya d'Oran. Très bien. Oui. Pour la nouveauté donc, de cette pandémie, la Wilaya d'Oran, en collaboration avec les 2 grands pôles universitaires, CHU d'Oran et l'EHU, donc on a dédié des lits d'hospitalisation pour les femmes gestantes Covid-19, donc qui sont positifs et qui peuvent faire un accouchement dans les règles des arts. Ces deux pôles universitaires, donc, ils reçoivent la population de l'ouest de l'Algérie. Oui. Donc, parce que parfois, les établissements les wilayas limitrophes de la wilaya d'Oran, ils ne disposent pas des CHU. Donc, ils évacuent leurs patients vers la wilaya d'Oran. C'est pour cela qu'on a dédié ces 2 pôles universitaires pour les services de maternité pour prendre en charge des gestantes Covid-19. La deuxième nouveauté aussi, donc pour les maladies un petit peu chroniques, oubliées. Ah d'accord. Pour les malades oubliés, c'est les patients qui portent une pathologie psychiatrique. Oui. Donc, le début de la pandémie, on a consacré 2 lits au niveau de l'hôpital de Sidi Chahmi psychiatrique, mais malheureusement, c'est-à-dire la demande elle est un petit peu forte, en collaboration avec l'EHU, donc on a ouvert un petit pôle au niveau de l'hôpital Nejma dédié aux malades qui atteignent par la Covid-19 en même temps la pathologie psychiatrique. C'est pour ça, toujours on est dans le plan A. Très bien. Du moment que vous êtes en train vous avez abordé justement le sujet des malades, on va dire, atteints de psychiatrie. Alors, qu'en est-il justement de la prise en charge psychologique, surtout du personnel médical et paramédical? Parce que quand même, depuis le début de la pandémie, ça fait quand même 8 à 9 mois, donc ils ont un moral, ils doivent être saturés en fait. Donc, qu'en est-il pour leur prise en charge psychologique? Parce qu'on pense toujours aux malades, on pense toujours à la famille du malade, mais on ne pense jamais à la prise en charge psychologique du personnel médical et du paramédical. Malheureusement, le secteur de la santé a enregistré beaucoup de cas de Covid-19. Jusqu'à aujourd'hui, on a 675 personnels de santé qui sont atteints de Covid-19. Nous avons 2 décès, donc un professeur et un ambulancier, là où il a enregistré dans le secteur public. Dans le secteur privé, on a aussi 3 décès, donc un gynécologue et 2 médecins généralistes donc, qui sont donc, atteints de Covid-19. Pour la prise en charge psychologique au niveau de la DSP, on a installé une cellule d'écoute psychologique. Donc, on a 3 psychologues au niveau de la direction de la santé, une ligne verte pour le personnel de santé
Et en même temps, dans chaque établissement de santé, il y a une cellule d'écoute au niveau de chaque EPSP et au niveau de chaque centre qui prend en charge la Covid-19. Donc, avec des psychologues, même on a, c'est-à-dire avec des professeurs de l'hôpital de psychiatrique de Sid Chahmi, ils ont affecté à nos besoins des psychiatres en cas où cette personne-là a besoin d'une prise en charge psychiatrique, donc pour les personnes de santé, personnel de santé. De santé. Oui. Et qu'en est-il pour les malades? Il y a des psychologues sur place dans chaque unité qui prend en charge la Covid-19? Oui, dans chaque service qui prend en charge la Covid-19, il y a des psychologues. Même au niveau des polycliniques pour le suivi. Donc pour la prise en charge urgente donc, au niveau des hôpitaux, pour le suivi de ces personnes, donc, ils vont être orientés vers les psychologues des EPSP ou de santé de proximité. Donc, dans chaque polyclinique, plutôt dans chaque EPSP, on a 2 psychologues dans chaque EPSP pour prendre en charge les personnes qui ont en difficulté sanitaires, donc psychologiques. Donc, alors, et qu'en est-il, alors juste une toute dernière question, qu'en est-il pour le traitement? Est-ce que vous avez gardé l'ancien traitement qui a été mis en place, dès le protocole sanitaire dès le début de la pandémie? Ou alors, il y a eu un changement parce que depuis le début, le virus a changé de forme, a changé même de symptômes. Oui. Donc, il y a des hôpitaux qui sont passés vers la double antibiothérapie avec le zinc, etc. Donc, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont gardé la chloroquine? Donc, pour la Covid-19, il y a 3 sortes de malades. Donc, les malades qui nécessitent hospitalisation et des soins intensifs, des malades qui nécessitent une prise en charge légère et une malade qui reste chez eux. Donc, c'est des porteurs, les porteurs sains. Donc, pour chaque palier, il y a une stratégie. Pour les soins intensifs, donc le soin il reste aux spécialistes, donc réanimation et aux infectiologues. Pour les soins un petit peu, donc les personnes qui n'ont aucune contre-indication pour la bithérapie, donc de double antibiotique, donc ils prescrivent la bithérapie, mais pour les personnes qui nécessitent, c'est-à-dire les porteurs sains, donc c'est une antibiothérapie légère, donc l'azithromycine et la vitaminothérapie. Donc c'est 3 genres de malades. Voilà. Très bien, merci beaucoup Dr Boukhari Youssef. On le rappelle que vous êtes chef de service de prévention à la direction de la santé et de la population. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Voilà, et on espère vous recevoir dans d'autres directs, Inch'Allah. Merci. Alors, tout de suite, une virée vers un portrait d'un artiste plasticien, c'est Hashmi Amer, signé Salim Skandar, notre journaliste. Hashmi Amer, artiste peintre, miniaturiste et enlumineur et dessinateur. J'ai fait des études à l'École nationale des beaux-arts d'Alger de 81 jusqu'à 84, 85. Puis j'ai eu une bourse de coopération pour la Chine pour faire des études supérieures à l'Académie des arts appliqués de Pékin. Après 3 ans, donc j'ai eu mon diplôme et je suis rentré au pays. Donc j'ai travaillé à l'école des beaux-arts, mon premier poste à l'école des beaux-arts de Mostaganem, quelques années. Et puis après l'assassinat de Ahmed Assal, notre directeur de l'école des beaux-arts d'Alger, après son assassinat, donc j'ai été choisi comme directeur de l'école des beaux-arts de Mostaganem. Je suis resté 23 ans. Une grande diversité thématique caractérise sa production artistique. Hashmi Amer exprime en couleur la résonance que produit sur lui ce qu'il voit et tente par la suite de faire émerger des émotions. Dans son travail, Hashmi Amer conjure en quelque sorte la promesse apocalyptique récurrente de la fin imminente de la représentation. Sa peinture est tellement anachronique qu'elle en devient perturbatrice.
Une peinture abreuvée de sens poétique, d'émotion, de raffinement, d'enchantement pour l'œil, mais en même temps de réalisme. Elle représente tout ce que rejettent les tendances à la mode. Si Heshmi Amer navigue désormais dans le sujet de la migration clandestine, c'est directement lié à sa région. L'actualité de cette dernière a obligé le peintre à réagir avec ce qu'il pouvait le mieux. Son œuvre « Naufrage en Méditerranée » s'imposait à lui beaucoup plus comme un devoir de témoigner et de sensibiliser. C'est un sujet d'actualité et je ne peux pas être indifférent en tant qu'artiste. Je vis à Mostaghala, mais il y a beaucoup de gens, des jeunes surtout, qui partent à partir de notre côte. Et c'est vraiment un drame pour les familles, surtout la maman. Et dans mes travaux, on trouve chaque fois des femmes, et c'est elles qui souffrent le plus. Et j'ai vu ça à travers les médias, j'ai vu les femmes pleurer, les tantes, les sœurs et tout. Et ça fait très très mal au cœur. Là, à travers mon œuvre, je ne fais pas de la politique. L'artiste est là pour sensibiliser les gens, afin de trouver des solutions, pour mettre fin à ce fléau. En guise d'hommage à la Chine, là où tout a commencé à l'époque où sa carrière artistique n'était qu'un croquis, le peintre Heshmi Amer donne rendez-vous aux amateurs d'art le 22 octobre prochain pour une exposition au Palais de la Culture Moufdi Zakaria intitulée « La Chine sous l'œil de Heshmi Amer ». Un très beau portrait. Eh bien, merci Salim Skandar de nous avoir permis de découvrir ce grand artiste qui n'est autre que Heshmi Amer. Merci beaucoup. Et bien, on espère aussi le recevoir sur le plateau, on va dire un des Bonjours d'Algérie d'Oran. Eh bien, tout de suite, nous avons avec nous Monsieur Naksif Ahmed. Mais avant de le présenter, eh bien, on rappelle aussi que Bonjour d'Algérie, votre émission, votre quotidienne, est sponsorisée par les peintures chorales. Eh bien, Monsieur Naksif Ahmed, bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Alhamdulillah. Pas trop stressé? Un peu. Alors vous êtes artiste plasticien. Oui. Vous avez suivi des études à l'école des Beaux-Arts d'Oran. Vous avez aussi suivi des études à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Oui. Vous avez aussi suivi des études à l'école des Arts et des Arts appliqués de Toulouse. Oui. J'aime beaucoup cette ville d'ailleurs. Hein. Oui, la ville rose. Oui, la ville rose. Alors, vous êtes aussi conseiller principal et chef de service de programmation Maison de la Culture de la Wilaya d'Oran. Oui. Et bien sûr, vous êtes accompagné de Monsieur Shah Al-Houari. Alors, vous êtes vice-recteur de l'Université des Sciences Technologies d'Oran, chargé des relations extérieures. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Merci à vous. Très bien. Eh bien, bien sûr, on commence par, on va dire, notre star aujourd'hui, notre artiste qui a relevé beaucoup de défis malgré son handicap. Alors, parlez-nous un petit peu de Naksif Ahmed, parce que vous en avez fait beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu difficile quand je parle de moi-même. D'accord, alors je préfère recevoir des questions, comme ça me facilite. On va simplifier un petit peu la chose. Oui. D'accord, alors parlez-nous un petit peu de vos défis. Bon, premier défi, c'est... on peut parler les deux langues si c'est possible. Il n'y a aucun problème, mélangé. Voilà, c'est très bien. Bien sûr, c'est toujours le qraya. Quand on débute, c'est l'école. C'est les études. L'école, les coulisses, comme on les coulisses. Là où l'handicapé, il découvre est-ce qu'il est, c'est une personne normale ou là c'est une personne anormale. D'accord. Par rapport الناس كيفاش يستقبلوه كيفاش يشوفوه كيفاش ça c'est le premier défi. Donc نقول باللي la majorité بالك اللي تاع لي زانديكابي يقولوا باللي يا ودي ما عندناش الزهر ولا ما عندناش الحق ولا ما عندناش كذا ولا ما عندناش كذا. هنا نقول باللي يا ودي
الحكومه C'est nous qui choisissons, c'est nous qui choisissons notre destinée, je crois. Voilà. نقول بلي الحكومه تاعنا nous donne toujours la chance d'étudier. ما تمنعناش، ما تشوفش باللي نتايا معاق ولا ما نخليكش تقرا ولا نديرك في دي زيكول كيما نقولوا spécialisés ou d'autres écoles ou là, on peut s'intégrer facilement dans la vie sociale. Vous êtes justement intégré déjà parce on passe tout de suite parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps de parler de Naxif depuis son jeune âge. Donc vous avez fait de très jolis tableaux que vous nous avez ramenés ici. Alors parlez-nous un petit peu de, on va dire, de cette expression artistique que vous avez. C'est pour ça, elle a dit coulisses parce que mais on ne peut pas retracer étape par étape. Là, pour arriver justement au tableau. D'accord. Parce que المعلم ولا المعلمة هي الأولى اللي تكتشفك. أنا j'ai passé un concours ربحت في هذاك الكونكور. من بعد تانيك عاود زدت طلعت كيما نقولوا le CM ils m'ont découvert بلي j'avais le talent d'artiste. Artiste. Je dessine. ومن بعد طلعت للليسي. الليسي ناقل على أستاذة كانت تقريني فرنسي. داير نشكرها بزاف هي اللي قالت لي il vaut mieux que نتايا تروح لي بوزار parce que vous êtes doué. Alors j'ai cherché. Eh bien d'ailleurs à travers vos tableaux on voit que vous êtes vraiment doué. Mais est-ce que vous pouvez passer au tableau? Tiens, je vois de la nature, c'est très beau. Alors quel est votre style, on va dire artistique? Quand on arrive aux Beaux-Arts, on choisit le style qu'on veut. C'est à ce moment-là. Et on a des professeurs. Vous avez eu tendance vers. Voilà. On a des professeurs. Les هما يوصلوك ويديروك يوصلوك لطريقك. Bon, j'aime le dessin, j'aime dessiner, j'aime reproduire ce que je vois. Et j'ai bien sûr certaines couleurs que أنايا نحبهم بزاف كيما نقولوا. C'est toujours les sombres. Les sombres parce que ça se reflète un peu la vie que j'ai vécue. Donc j'aime bien les couleurs sombres, mais les couleurs sombres, ils sont vraiment sombres, mais نعطيهم une certaine lueur. Si vous remarquez une par lueur exemple. d'espoir. Voilà. Très bien. Voilà, c'est ça. Oui, on a remarqué justement. On a remarqué des couleurs très sombres. Justement, il y a du noir, il y a du gris, il y a du bleu foncé, etc. Mais qui sont il y a toujours une lueur parsemé par du jaune, par exemple, qui est la couleur du soleil. Par les rouges, voilà. Exactement, par du beige. Par du beige. Voilà. Alors parlons aussi de Naxif, l'homme de théâtre aussi. Il a aussi un penchant de théâtre. Oui. Eh bien, avant de parler de cela, eh bien, on vous propose, chers amis téléspectateurs, cette vidéo et on se retrouve juste après.
retour sur notre plateau et toujours en compagnie de nos deux invités. Et bien sûr, on revient vers Monsieur Naxif qui, lui, s'intéresse aussi au théâtre. Alors, parlez-nous un petit peu de votre première expérience de mise en scène. Oui, d'abord, je remercie Madame Sred Samia, l'auteur de cette pièce théâtrale qui s'intitulait Horrorwood, qui veut dire voyager à travers le temps. C'est bien ça, voyager à travers le temps. On aimerait bien que ça soit vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a étudié le phénomène de l'harga, mais Madame Sghir, elle a inversé le rôle. C'est pas que les Oranais ou les Algériens qui يحرقوا يروحوا للخارج. لا، هي تحب تبغي الوطن تاعها، تبغي وهران، تبغي لا فيل تاعها. هي على انفيرسي لي رول، دارت باللي هذا السايح اللي يلعب فيه ديجا بو عبد الله تاعنا الهواري بو عبد الله. Qu'on salue d'ailleurs, qu'on salue. Je te salue mon frère. Et qui travaille avec nous actuellement maintenant à la station d'Oran. لقيته وسلمت عليه. دونك هذا السايح يحرق يجي من بلانيت مارس ويجي يهود الارض. دونك سي لانفيرس. شوفي حنا غادي نعطيك غير مثال. حنا كيجي قاوري هنا عندنا الوهران باغ اكزومبل. يديكوف وهران يحبها يصورها منا وكل شيء يروح بجديده تحطها من. Qui ne peut pas aimer Oran. فوالا. Qui ne peut pas aimer Oran. القاوري هذا كيجي يصور كل شيء. بصح حنايا مالوغوزمون حنايا الجزائريين ولا الوهران. Parce qu'on vit dans cette ville. نفوتوا عليها نورمال، نفوتوا على القحطاحه، نفوتوا على الجديده، نفوتوا على فرونت مار، نفوتوا عليها نورمال بصح ما ندوهاش. هي على انفيرسي هاد لو رول باش تخلي هاد لي جون هادو يحسوا بالنعمه اللي راهم فيها. بهذا الوطن اللي راه عندنا لازم نحافظوا عليه ولازم نعيشوا فيه، ماشي غير نكبر نهد، نكبر نروح نهد. Ben non, on a un beau pays qui est très riche, on peut faire un très bon avenir ici d'ailleurs. Alors, et Monsieur Naxif, juste pour finir avec vous, alors Artcom. L'association, vous êtes le président de l'association? Non, c'est pas moi. Moi, je suis le trésorier. C'est Madame Sghir Samia qui est la présidente. Ah, très bien. Donc, on la recevra dans d'autres occasions pour nous parler de l'association Artcom. Alors, Monsieur Chahal Houari, vous êtes vice-recteur de l'Université des sciences et technologies d'Oran. Alors, quel est, on va dire, le nombre d'étudiants cette année déjà et diplômés aussi? Très bien, très bien. Donc, pour notre université, l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, Mohamed Boudiaf, nous avons eu, durant l'année universitaire 2019-2020, 27 inscrits, 27 étudiants ayant des compétences particulières et qui font la fierté de notre université. Donc parmi ces 27 inscrits et qui sont répartis sur les 3 cycles de formation, licence, master, doctorat, on a eu 9 diplômés, alhamdoulilah, 3 en master, 6 en licence, que je tiens à féliciter. Et par la même occasion, je tiens aussi à remercier, je n'oublie pas de remercier l'ensemble du staff administratif, académique et même les étudiants qui ont réussi à accompagner ces étudiants durant tout leur cursus. Très bien. Ce sont des qui sont, on va dire, qui souffrent, qui sont en situation d'handicap. Est-ce que ce sont des non-voyants ou alors ça dépend de la nature de l'handicap, mais bon, pour nous, au niveau de l'USTO, on ne parle pas d'un handicap, on parle des compétences, parce que ces étudiants, le fait de se retrouver dans une telle situation, ça leur a permis de développer des compétences particulières, quoi. On peut pas, parfois on les retrouve pas chez un étudiant, quoi. Très bien. Alors parlez-nous un petit peu du projet de l'inclusion des étudiants en situation de handicap dans l'éducation distance. Très bien. Alors parlez-nous de ce projet. D'ailleurs, il a l'air très intéressant, surtout dans les. J'ai pu lire un petit peu ce fascicule et je suis tombée sur Objectifs Généraux et vraiment, c'est un programme très riche et très diversifié. Donc, ce projet intitulé Inside
C'est un projet qui rentre dans le cadre des projets Erasmus+, financés par la Commission européenne. Dans ce projet, nous avons plusieurs universités partenaires, des universités européennes, des universités maghrébines, dont des universités algériennes. Donc pour les universités algériennes, nous avons notre université, l'Université des sciences de la technologie d'Oran Mohamed Boudiaf, l'Université de Tlemcen, l'Université de Blida 2 et l'Université de Tizi Ouzou. Très bien. Dans un premier temps, ces universités partenaires auront la possibilité d'acquérir un équipement spécifique permettant de mettre en place des programmes d'enseignement à distance destinés à cette catégorie d'étudiants. Et par la suite, on va rentrer dans la phase de formation de formateurs. Donc on aura la formation de formateurs pour l'utilisation de l'équipement et aussi par la suite pour mettre en place ces programmes destinés à ces étudiants ayant des compétences particulières. Donc en fin de compte, on va se retrouver avec des programmes permettant plus de souplesse, plus d'accessibilité à ces étudiants pour intégrer les différentes formations proposées par les établissements universitaires. Et aussi permettre, on peut dire permettre, si on voit le programme d'un autre plan, permettre une certaine mobilité virtuelle à ces étudiants, puisqu'ils auront la possibilité d'assister à des cours, à différents cours dispensés par les différentes universités partenaires, à condition que ça correspond à leur profil, quoi. Très bien. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de notre rencontre, mais certainement, on va vous recevoir la semaine prochaine, puisque l'invitation est ouverte et ça va être juste la veille de la rentrée universitaire. Hein? N'est-ce pas? Merci beaucoup, Monsieur Naksif, ce fut un plaisir. Un dernier mot? Un dernier mot. Je passe le message aux personnes handicapées. Je leur dis toujours bonne chance. Je crois que في الجزائر الجديدة نظن باللي كاين plus de possibilités de réussir dans la vie. كما شفنا مؤخرا كما شفنا الوزير الأول استقبل les handicapés qu'ils ont eu des Mais ils font partie de notre vie. Vous faites partie de notre société. Vous faites partie de nous, en fait. Vous n'êtes pas, on n'est pas dissociés. Au contraire. Donc, on est là. On s'entraide, la main dans la main, même avec vous. Bonne chance à nous. Exactement. Et merci à vous de nous recevoir chez vous. Très bien. Et merci à monsieur aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, une virée vers l'organisation des non-voyants, eh bien, c'est Salim Skandar qui s'est intéressé à ce sujet. On se retrouve juste après. C'est au siège de l'Organisation nationale des non-voyants à Oran et sous l'encadrement des artisans d'Oran qu'une série d'ateliers a été mise en place pour permettre aux adhérents non-voyants de surpasser leur handicap et d'obtenir un diplôme qui leur permettra dans l'avenir de travailler et gagner leur vie en toute autonomie. Mohamed Lahwali, président de l'Organisation nationale des aveugles algériens. L'objectif principal de notre organisation, c'est la promotion socio-professionnelle et culturelle des non-voyants pour participer avec notre État algérien à donner un plus à cette société à travers des petits ateliers qui sont en cours, en mise en place ici au siège technique de l'Union des aveugles de la d'Oran. Au début de l'opération, nous avons touché toutes les autorités compétentes, c'est-à-dire le centre de formation socio-professionnelle, ainsi que la Chambre, monsieur le directeur de la Chambre de l'artisanat, qui nous a donné son OK afin de leur donner des diplômes de quali, ce qu'on appelle de qualifiantes, ou de diplômes à longue durée, si le jeune continue à faire ce qu'il a appris chez nous. J'ai débuté mon apprentissage ici depuis 4 mois. Je suis en train d'apprendre la couture afin d'obtenir un diplôme d'artisan couturier et gagner ma vie ainsi. Une formation qui commence à donner ses premiers fruits. Les produits fabriqués par les adhérents non-voyants de l'Union d'Oran sont d'ores et déjà commercialisés. Par solidarité avec cette catégorie, je lance appel à tous les commerçants, tous les ménages de la wilaya d'Oran pour visiter notre point de vente exposition. Et je suis sûr qu'ils vont trouver un produit très compétitif, durable
et à prix raisonnable. Notre rêve est d'être considérés comme des gens normaux, de pouvoir travailler, avoir un emploi et un logement. On ne veut pas être un fardeau pour la société. Un malvoyant, il peut faire un porte-clés. Que nous-mêmes, nous avons perdu le savoir-faire. Mais lui, il a tout le temps pour ça. Il veut se prouver à lui-même qu'il peut faire quelque chose. Un porte-clés ou une trousse de toilette, elle peut être faite par un malvoyant qui a un seul œil. On ne peut pas l'exiler dans la société. Dans le cadre de la promotion de la production locale, les artisans handicapés exposent leurs produits près de leur atelier. Eh bien, ils exposent leurs produits près de leur atelier. Eh bien, on verra si on peut y aller pour aider, que ce soit peut-être pour l'achat de ces produits, pourquoi pas. Eh bien, juste avant de commencer avec notre invité, M. Lahwali Mohamed, il est président de l'organisation du Bureau national des non-voyants côté ouest à Oran. Eh bien, je vous propose cette pause publicitaire et on se retrouve juste après. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA à faire. Monsieur Lahwali Mohamed, vous êtes président de l'Organisation nationale des non-voyants. Alors parlez-nous un petit peu de l'organisation. Tout d'abord, tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de Canal Algérie pour cette initiative et cet accueil. Merci à vous. L'Organisation nationale des aveugles algériens, c'est une association nationale à caractère social qui défend les biens moraux et matériaux des non-voyants depuis sa création à l'initiative d'un groupe de jeunes aveugles à l'époque, le 24 mars 1963, suite à un décret présidentiel de son Excellence Rabbi Yahmou Salih Ahmed Ben Bella, numéro 63-200 daté du 8 juin 1963. Elle est répartie sur 45 bureaux de wilaya. Nous essayons, je suis actuellement son président, j'ai l'honneur de prendre le relais pour participer à la promotion socio-professionnelle de cette catégorie qui contient à peu près plus que 200 000 non-voyants au niveau national. Et au niveau de la wilaya d'Oran? À peu près 6 900 toutes tâches confondues. Très bien. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des activités de l'organisation du bureau d'Oran? Oui, bien sûr. Le plan d'action de la wilaya d'Oran, c'est presque le même plan au niveau national. C'est un plan général qui est basé sur 4 grands axes. Aide sociale, formation et insertion professionnelle, éducation et enseignement, et enfin prise en charge médicale. Le premier point, l'aide sociale, c'est-à-dire survenir aux besoins des non-voyants nécessiteux. À l'occasion, par exemple, du mois de Ramadan, on a, malgré la pandémie et son influence sur la vie quotidienne, on a pu arriver à distribuer 413 couffins de Ramadan sur la wilaya d'Oran. Même, je saisis l'occasion pour donner quelques chiffres au niveau national. À titre exemple, 300 à la wilaya de Boumerdès, 200 à Bijaya, 104 à Betna, 156 à Mostaganem, 120 à la wilaya de Tlemcen, et la liste ouverte. Aussi, à l'occasion du l'Aïd Srir, on a pu acheter des vêtements de l'Aïd pour 60 enfants, des familles vraiment nécessiteuses qui ne perçoivent même pas la pension. Actuellement, à l'occasion de la rentrée scolaire, on distribue, on est arrivé à 170 trousseaux scolaires pour les enfants des non-voyants.
Je passe au deuxième point, la formation et l'insertion professionnelle, c'est-à-dire on forme les non-voyants en matière de standardistes suite à une convention avec le Féminin 1. D'autres formations artisanales suite à une convention avec la Chambre d'artisanat au niveau de notre siège technique en matière de fabrication de balais, conditionnement de détergents et troisième atelier, la maroquinerie. Et faire l'intermédiaire entre le non-voyant et les autorités pour obtenir des postes d'emploi. Alhamdoulilah, on est arrivé d'insérer quelques jeunes. Oui. Bon, notre ambition est plus grande que la réalisation. Troisième point, on donne des cours de rattrapage aux écoliers, assurer le support pédagogique et matériel pédagogique aux lycéens et universitaires. Est-ce que vous trouvez le matériel requis pour suivre ces cours facilement? Non, il est très difficile parce qu'il n'est pas disponible en Algérie, c'est-à-dire par le biais de nos amis, des bienfaiteurs, on acquiert ce matériel de l'étranger, malheureusement. Des cours d'alphabétisation, il y a une école coranique, la plus grande talibat al-Qur'an âgée de 81 ans, Khalti Khaira, elle a pris le braille et maintenant elle apprend le Coran. Et finalement, j'arrive aux prises en charge médicales en matière de consultation, radio, analyse. Ça se fait gratuitement? 50-50. C'est-à-dire il y a des conventions avec le côté médical des bienfaiteurs. L'association prend en charge les 50% et ou le reste, il dit, même on a des lunettes de vue, c'est gratuitement. Très bien. Donc une toute dernière question, où on peut trouver vos produits, où on peut les acheter? Tout simplement au niveau de notre siège technique situé juste à côté, à Saint-Charles. Oui. Un produit compétitif avec une qualité meilleure et un prix raisonnable. Très bien. Mais on trouve, je saisis cette occasion, si vous permettez, madame. Oui, bien sûr. On trouve un grand problème de commercialisation parce qu'il y a un vide juridique. La loi 1206 des associations ne permet pas à l'association exerce une activité commerciale. Là, juste, je lance un appel aux autorités de nous donner cette autorisation. Afin de vendre vos produits. Voilà, surtout aux services publics. Très bien. Surtout au service public. Eh bien, on sera les premiers acheteurs. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Monsieur El Houali. Ce fut un plaisir de vous recevoir et de partager avec vous ce bon moment parce que là, vous nous avez vraiment donné de bonnes informations et vous nous avez, on va dire, donné des nouveautés de ce que vous faites et ce que fait aussi l'organisation. Eh bien, merci. Je vous en prie. Juste un dernier mot. Un appel. Je dis que bienvenue l'optimisme, adieu le pessimisme, avec votre solidarité, adieu la mendicité. Très bien. Eh bien, on va de l'organisation nationale des non-voyants, eh bien, on va faire une virée vers l'association Besma, toujours avec notre journaliste Salim Skandar. Des salles colorées, remplies de jouets et de matériel éducatif. Chaque jour, l'équipe de l'association Besmet El Amel, composée de psychologues, orthophonistes, psychothérapeutes et d'autres spécialistes, accueille des enfants souffrant de troubles d'apprentissage. On demande le dossier médical. Un dossier médical, à travers ce dossier, on peut orienter l'enfant vers la classe où il est. Donc, nous avons le dossier médical, un dossier administratif. Le dossier administratif, c'est un dossier banal, donc une résidence là où il habite. Parce que là, on est dans une commune où il y a donc la commune de Marsat El Hajjaj. Il y a plusieurs patelins, donc c'est entouré par 9 ou 10 des petits villages. Donc, ils vont maintenant. نشوفوا وين يسكن exact pour faciliter la tâche وين يقدر من بعد يروح parce que هنا on a couru pour faire un transport درنا لهم le transport درنا لهم donc عندنا actuellement كاين 2 بوس رانا حاكمين حتى الارزو بين ارزو وحتى الستيديا c'est la wilaya de Mostaganem. Afin d'intégrer les classes d'apprentissage,
Une sélection se fait d'abord pour choisir les enfants admis au programme de l'association. Il y a une commission. La commission, elle est composée par la directrice du centre, la gérante, une psychologue, l'orthophoniste et un groupe, 3 membres de l'association. Parce que l'association elle travaille sous la couverture d'un centre. Donc à travers la commission, elle décide où l'enfant on peut l'orienter, vers quelle classe. Quand on dit les enfants handicap, veut dire c'est les autistes, les 3 cas, le sévère, le moyen et le léger. Et les trisomiques 21, c'est des enfants à partir de 3 ans, 4 ans, jusqu'à 12 ans, 13 ans. Tout dépend de la taille, des fois. Et les enfants qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes orthophoniques, c'est nous qui prenons en charge les enfants. Une sérieuse et intensive formation pourrait jouer un rôle important et positif dans la vie quotidienne de beaucoup d'enfants handicapés. Eh bien, tout de suite, j'ai pu avoir une belle médaille, moi. Ça va alors, hein? Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Mjahed Miloud, vous êtes athlète et président du club volleyball Assis. El Hikma. Ça va? Ça va bien. Marhaba bik. Merci. Et bien sûr, vous êtes accompagné d'un athlète, d'un jeune athlète. Alors, Khadim Akli, athlète et vice-président du club. Marhaba bikom. Et merci de m'avoir donné cette médaille. Sans effort. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Très bien. Alors, bien sûr, on rappelle aussi que Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Et parlez-nous de cette discipline que nous, on ne connaît pas. Bon, la présentation du volleyball assis, ça fait de les années 2008. Oui. Ça s'est créé par une association d'Oran, Mohamed Boudiaf. On était athlète avec ce club. Oui. On a pris de l'expérience avec ce club. Et ce club, il est titré au niveau national. Et, ça fait 11 ans qu'il remporte des doublés, coupe et championnat. Oui. Le volleyball, ça se pratique comme les valides. Juste, nous, on s'assied à terre, sur la terre. Par terre. Et on fait le déplacement avec les mains. Ah, d'accord, vous vous déplacez avec les mains. Avec les mains. Oui. D'accord, et le ballon avec les mains, bien ça sûr. se pratique comme les valides. Le touche La de balle et les réception, manchettes. touche de balle. Très bien. Oui. Très bien. Alors, vous êtes athlète. Alors, oui, parlez-nous un petit peu de vos débuts dans cette discipline. Oui, bon, le début était quand l'année 2011 avec Mohamed Boudiaf, qui m'a dit le plus titré d'Alger et en wilaya. وين ما كنتش نعرف هذا لو سبور الاولى غراس لاريبي الحاج اللي نوجه له تحيه من هذا المنبر بيان سور كان يعرفني من بوندون دونفون الوغ ils m'ont parlé il a invité moi à ce club وين دخلت في هذا كلوب من ومن بعد vous êtes dit علاش انا ثاني ما نسييش ونكون كيما هادو لي زاتليت كي رامين دي ميداي. وي وي ومن بعد انطلقنا وخدمنا مع لونترينر عبد القادر كفيف ثاني نوجه له تحيه اللي خدمنا وعطانا ليكسبيريونس كبيره الحمد لله ودينا لي تيتر لي كوب لا كوب دالجيري هذه السبور ما يخفاش عليكم نلقى له لا فورس اللي بوزون تري لا فورس لا كونديسيون فيزيك. Et donc vous faites des entraînements quotidiens 3 fois par semaine. Ah, 3 fois avec par semaine. les candidats, oui. Très bien. Où est-ce que vous vous entraînez ici à Oran? Là, le Magenta. Ah, d'accord. À la salle de Magenta. À la salle sportive. Oui. Très bien. Omnisport. Omnisport. Ah oui. Une salle spécialisée pour le volleyball assis. Oui. Oui. Très bien. Spécialisée. Alors, Monsieur Mjahed, alors vous avez justement créé le club. Oui. Vous vous êtes détaché de l'ancien club et vous avez créé un deuxième club. Oui. Alors parlez-nous un petit peu des activités de ce club.
et de la création, bien sûr. Vous allez me dire qu'il n'y a pas d'activité vu la pandémie du coronavirus. Oui, on est... Bon, comme j'étais avec ce club Mohamed Boudiaf, j'ai pris de l'expérience. Avec l'âge, j'ai eu l'idée de créer mon propre club. Ce club renferme 3 disciplines. Le volleyball assis, la natation et le borsia. Le borsia, c'est pour les handicapés lourds. Qu'est-ce que c'est que le borsia? Le borsia, c'est les handicapés lourds qui sont sur leur chaise. Oui. On leur donne une petite boule. Oui. Et il lance la boule. Oui. D'accord. Pour mes débuts dans ce club, oui. J'ai pratiqué rien que le... On a débuté avec le volleyball assis. Et Sherkna a fait une belle saison pour notre début. Une belle saison, on a classé 2e. Ah, très bien. Eh bien, puisqu'on parle justement de cette discipline, je ne sais pas si notre script, Choukri Sari, la vidéo est prête. Elle est prête, Choukri? Très bien. Donc, on y va voir ces images et on se retrouve. هاي صعيد عيد مشاهد Eh bien, nous avons pu vous voir justement sur les images en plein match. Oui, en plein match avec, je vais faire le service. تما كانوا طايحين علينا شويه. D'accord. Oui, on est شويه stressé et tout. Notre adversaire, c'était Steph. Ah, d'accord. Et vous avez pu avoir des médailles, c'est ça? Oui. Oui, بصح هادو les médailles كانوا مع l'ancien club. Avec l'ancien club, c'est médailles. Il y a des médailles individuelles. Même les coupes qu'on a devant nous d'ailleurs. Oui. Même les c'est championnat et Coupe d'Algérie. Très bien. Des doublés. 11 ans, on remporte des doublés. Ah, très bien. Avec l'ancien club. L'ancien club. Avec le nouveau? Le nouveau, on a remporté la 2e place championnat de Wilaya. Très bien. Il y a chaque année, la Ligue d'Oran du sport handicapé organise des tournois Wilaya. Ah, d'accord. On a remporté la 2e place. Très bien. Et il y a des coupes ici qui sont individuellement pour moi, parce que je suis doué en football. Justement. Justement, alors on veut lancer cette discipline par votre biais, Inch'Allah. la fédération algérienne. Oui. Elle prend en compte cette discipline, qu'elle nous booste un Très petit bien. peu. Pourquoi Parce que c'est intéressant le football. Il y a beaucoup de qualités ici en Algérie. Eh bien voilà, c'est un appel. Inch'Allah.
Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs, et bonne continuation. Merci à vous. Et bonne journée. Merci pour l'invitation et merci pour qui coïncide avec la journée internationale des handicapés. Très bien. Eh bien, maintenant, on va y aller vers... c'est toujours Salim Skandar qui est allé à la rencontre de M. Mohamed Affan. Alors, lui, il est créateur du premier théâtre privé en Algérie, eh bien, qui s'intitule le théâtre La Fourmi, qui entend réconcilier les Oranais avec le 4e art. Alors, à vous, Salim. Bonjour Iman, bonjour chers amis téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui à Oran, à la cité Usto, où le premier théâtre privé en Algérie vient d'être inauguré et vient de voir le jour. Donc, pour nous en parler, pour avoir plus de détails, nous avons avec nous M. Affan Mohamed, le propriétaire de ce théâtre privé baptisé La Fourmi, un théâtre avec une capacité d'accueil de 122 places. M. Affan Mohamed, bonjour. Bonjour, marhaba bikoum. Merci. Alors, on souhaiterait d'abord savoir comment vous est venue l'idée de le baptiser La Fourmi. La Fourmi, parce que La Fourmi travaille, et nous sommes une équipe qui travaillons, et on souhaiterait que tous les gens qui sont au service de l'art et au service du théâtre et de la musique et toutes les expressions artistiques soient des fourmis, parce qu'on en a besoin dans notre pays. D'accord. Alors, qu'est-ce qui pousse un propriétaire d'un hôtel à s'investir dans la culture? On s'investit dans la culture parce que nous sommes un hôtel de l'entreprise. On reçoit énormément d'entreprises qui très souvent organisent des dîners à la fin de leur formation ou à la fin de leur séminaire. Et ils invitent très souvent des jeunes, des musiciens, et on a découvert qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de potentiel, qui sont extraordinaires et qui n'ont pas d'espace où se produire, où se faire connaître. L'idée, elle est un peu partie on a une jeunesse extraordinaire qui n'a pas d'espace où se produire et se faire connaître. Voilà. Et quelle place a la culture dans votre cœur? Est-ce que vous avez un attachement pour la culture? C'est-à-dire, quel intérêt vous avez pour la culture? Énormément. Et une grande conviction que pour avoir de bons citoyens, il faut leur donner une culture. C'est l'éducation, c'est la culture. Et c'est pour ça que je souhaiterais faire donner beaucoup de mon temps à aider tous les acteurs qui sont intéressés à développer ce domaine et à participer activement. D'accord, très bien. Parlez-nous de vos prochains projets. Nous avons entendu qu'il va y avoir un autre théâtre privé. Nous sommes au stade d'étude d'un espace plus polyvalent, culturel, beaucoup plus important que celui-là, de 500 places. On souhaiterait le réaliser avec bien sûr l'aide des autorités pour les autorisations et le soutien qu'on a toujours eu de la part des institutions financières jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, M. Affan Mohamed. Alors Iman, nous voilà arrivés au terme de cet entretien avec Mohamed Affan, le propriétaire du premier théâtre privé en Algérie. Alors, je te laisse avec la suite du programme. C'est à vous, Iman. Merci Salim, ce fut un plaisir que de suivre avec vous cette nouveauté en Algérie, le premier théâtre privé en Algérie. Eh bien, on va être vraiment gâtés d'après ce que vous nous avez dit. Hein. J'espère qu'on verra des jeunes artistes se produire sur les planches du 4e art. Du 4e art. Voilà. Alors tout de suite, on va y aller vers la wilaya de Temouchent qui est présente avec nous aujourd'hui. Et la directrice de l'école des sourds, c'est Madame Loukili Yahyaouia. Bonjour.
Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil à vous, merci à vous. Et on tient à remercier Monsieur le DAS de la wilaya de Témouchent et Monsieur le Wali qui vous ont permis de venir et d'assister à notre direct. Merci beaucoup Monsieur Benzeda. Voilà. Alors Madame Yahyaouia, vous avez fait quand même le trajet du bon matin. Merci, ça a été très gentil. Marhaba. C'est très gentil à vous. Très bien. Alors, le programme de l'école des sourds de la wilaya de Témouchent. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salat wa salam ala ashraf al-mursalin. Bon, tout d'abord, merci bien pour l'invitation. C'est un honneur pour nous et de représenter la wilaya de Témouchent à travers notre école des jeunes sourds et nos adolescents ou nos élèves. Alors, madame, je tiens aussi à remercier monsieur le DAS, qui vraiment, c'est-à-dire il est très serviable et il nous tient à cœur pour faire un travail meilleur. Donc, l'école des enfants handicapés auditifs de la wilaya de Témouchent, le décret de création, c'est le 257-89, et l'ouverture de l'école était avril 93. En 93, cette école, elle prend en charge les enfants qui présentent une surdité avec les différentes catégories. Et donc, les enfants se présentent en consultation. Et s'ils se présentent la surdité, donc ils sont admissibles, ils passent un conseil pluridisciplinaire, là où on étudie le dossier de l'enfant à travers son audiogramme, son PEA. Et tiens, s'il est admissible, il se place à l'école où il se programme pour suivi externe, des séances externes. Après, il est placé. Le régime de la prise en charge, on a deux services. Le régime d'internat et demi-pensionnat. Ah, très bien. Oui, on a le régime d'internat parce que c'est la seule école qui existe. Vous avez combien d'élèves internes? Il y a 27 élèves. Très 27 bien. élèves, mais la totalité des enfants, c'est 60. Donc, ils viennent des wilayas différents. Est-ce que ce sont des wilayas limitrophes ou alors partout en Algérie? Limitrophes de la wilaya, parce que c'est la seule école qui existe au sein de la wilaya de Témouchent. De Témouchent, très bien. Voilà. Donc, le système, l'organisation pédagogique, on a le service pédagogique. J'allais vous poser cette question, alors c'est bon. Merci bien. Donc, la prise en charge, elle se fait par un régime pédagogique le jour, la journée. Où on a tout un service qui se constitue d'une équipe pluridisciplinaire constituée par le chef service pédagogique. C'est une pédagogue et l'encadrement pluridisciplinaire se constitue de psychologues cliniciennes, orthophonistes, pédagogues et des MES, des maîtres d'enseignement spécialisés, encore des éducatrices et des éducateurs spécialisés dans produits de formation. Oui. On débute par le régime de démutisation, là où on essaye d'aider l'enfant à lancer et apprendre et percevoir l'alphabet. Il passe phase 1 et 2, la phase de démutisation. Après, il est dans une scolarisation normale, régime scolaire primaire. On dit la prise en charge totale, parce que, comme je l'ai dit, sur le plan psychologique, orthophonique et pédagogique scolaire. Très bien, donc on passe tout de suite justement à la troupe que vous nous avez ramenée. Alors, la troupe que vous nous avez ramenée, parlez-nous un petit peu de cette troupe, la création de cette troupe des jeunes sourds et qui font de la musique. Alors, c'est-à-dire en plus de la prise en charge scolaire, on a une prise en charge totale qui se termine avec des ateliers. Parce que l'enfant, il est là, c'est-à-dire, voilà, pour qu'il soit un homme, il soit indépendant dans la vie, il faut qu'il fasse d'autres choses en parallèle avec la scolarisation. Vous les aidez pour l'après-scolarisation. Avec la scolarisation, il y a des ateliers au sein de l'école. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a le mardi soir, c'est les ateliers. Ateliers de couture, de coiffure et de musique. Donc, c'est pour cela, on essaie de voir le penchant des enfants en parallèle pour qu'il peut se voir à travers son pouvoir-faire. Parce que vous savez pertinemment que les enfants présentent un handicap, quoique ils ont des capacités sur le plan intellectuel, mais quand même, c'est un handicap, il est là, c'est une réalité qu'on doit faire face. Et vivre avec. Ils vivent avec, et en parallèle, on essaye
c'est de répartir d'autres activités pour qu'ils puissent aller au-delà. Et par la suite... Donc, on va les écouter? Oui, Adna Oustad Allah Ibarak. Très bien, on y va alors? On commence? Alors, je ne sais pas comment... Oui, allez-y. Il commence? Il commence, s'il vous plaît. Bravo! Ya'tikoum saha. Bravo! Eh bien, franchement, je suis sans voix. Merci. Voilà. Merci. Bravo. Vraiment, il faut remercier l'Oustad aussi, qui a fourni des efforts énormes depuis 2013 jusqu'à ce jour. Il essaye d'apprendre les jeunes. وعدنا la relève inchallah بإذن الله. Et encore il fait des essais individuels. C'est l'Oustad Boussif Saïd. Très bien. Boussif Saïd, oui. Et vous n'êtes pas seul justement sur le plateau puisque nous sommes avec Monsieur El Kabbar Kamel. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps, toi Hachnek. يسلمك. مرحبا بك. كيفكم لاباس؟ Alors, quelles sont les nouvelles de Kamel? Normal. Quoi normal? Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Quand même, ça fait des années qu'on ne vous a pas vu. Oui, j'ai fait je commence à composer des morceaux de musique. Oui. Et donner des cours aux enfants handicapés ou non handicapés. Ah, très bien. Où est-ce que vous donnez les cours? À domicile. Ah, très bien. Vous déplacez? Je déplace. Est-ce que vous pouvez nous jouer un petit morceau? Bien sûr. Alors, allez-y. Merci. Eh bien, franchement, on a chanté, hein. Fête du maître du Harbi, Ahmed Wahbi. Très bien. Alors, on revient à vous, Madame Loukili, qui venez. Alors, justement, vous êtes la directrice, on le rappelle, que vous êtes la directrice de l'école des sourds de Aïn Temouchent. Alors, et comment se passent les vacances des jeunes sourds? La dernière question. Bon, on a un régime scolaire. C'est-à-dire, ils ont les vacances de l'hiver, du printemps et l'été. Et l'été,
ils prennent les vacances comme les enfants normaux, عادي. D'accord. Alors, à l'école des sourds, est-ce qu'il y a plusieurs, on va dire, plusieurs cycles de scolarité? Ou alors, c'est juste le primaire, ou alors juste... Alors, il y a la démitisation, comme je vous l'ai dit, qui est le moyen et le secondaire aussi. Cette année, on a 4 élèves en première année lycée. On a 4 classes intégrées au sein des CEM. C'est-à-dire chaque CEM normal avec les enfants. On a une classe de... on a la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. Ils passent l'examen de quatrième année normal, brevet, le BEM. بعد il passe au secondaire. Très bien. D'accord. عندنا un cas ثاني اللي راه في الترمينال. Je lui souhaite inchallah باش يكون parmi les inchallah qui vont réussir inchallah. Donc on a un régime scolaire normal. Il passe le 6e normal, le brevet. Inchallah نتمنوا et le CFPA et le CFPS. Ceux, c'est-à-dire à un certain âge, pour le centre de formation, ne peuvent pas suivre une scolarisation au-delà du cycle moyen, on les oriente vers le CFPA pour l'apprentissage professionnel. Est-ce que les enfants malentendants peuvent, par exemple, qui habitent à Belabès, qui habitent à Tlemcen, est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'une place chez vous? Non. Non. Chaque wilaya a sa propre école. A sa propre école. Le ministère de la solidarité, c'est-à-dire a créé, ou la pensée faite les enfants, pour leur faciliter la tâche, pour qu'ils peuvent, mais qu'ils les difficultés, pour qu'ils peuvent suivre une scolarisation normale ou le canon de حماية المعوق. Donc, très bien. Très bien, merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Ce fut un plaisir. Je m'excuse. Oui. Bon, c'est-à-dire pour faciliter aussi l'apprentissage, la catégorie, les handicapés, le ministère de la Solidarité a pensé de créer le dictionnaire pour unifier le langage gestuel. Voilà, que ce soit la famille... C'est le langage des signes. Exactement, langage gestuel, parce qu'on n'a pas le choix. Et comment on dit bravo avec le langage des signes? Pardon? Comment on dit bravo avec le langage des signes? Shukran. Shukran, c'est ça? Non, shukran. 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 Ah, shukran. Alors, à moi maintenant de vous le dire, shukran. Très bien, très bien, merci. Alors Kamel Kabbar, j'espère qu'on va finir avec vous. Vous allez nous jouer une... Qu'est-ce que vous allez nous jouer alors? Une chanson de Hamed Wabi, Hamama Jat Handi Tnekmer. Eh ben voilà. Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci chers amis téléspectateurs de nous avoir suivis. Et bien sûr, on rappelle aussi que Bonjour l'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Et on tient aussi à remercier le CCBO Mobis, fabrication de meubles et créateur de confort, qui nous a dotés de ce joli décor, de ce joli aussi salon. Merci, bon week-end à vous. On vous donne rendez-vous le jeudi, Inch'Allah. Au revoir.